requis qui a été fait par Stéphane Justice. C'est un ingénieur aérospatial. Il a travaillé aussi pour plusieurs programmes secrets pour l'armée américaine, puis même pour la NASA. Actuellement, on en parle beaucoup de lui sur Internet, parce que cet ingénieur, ben, c'est ça, lui, il a tout lu les rapports d'OVNI qui a été déclassifié en Angleterre, parce que Stéphane, lui, il vient de justement, il est anglais d'origine, mais il habite aux États-Unis depuis plusieurs années. Puis par après, je suis qu'il a travaillé pour l'armée américaine et a eu accès à des artefacts ou objets d'origine non terrestre. 8 objets, dont certains étaient complets. Il y a même un hangar dans le sud-ouest américain où se trouvent les fameux objets. C'est un des rares témoins qui peut dire, au moins lui l'affirme, que la preuve physique, l'armée américaine le possède. Il a eu accès à l'isotope, parce qu'il y a une des manières pour savoir si on est en présence d'un objet d'origine non terrestre, c'est à partir de la matière de l'objet. Puis l'isotope de la Terre est différent de l'isotope de la Lune ou de planète Mars, parce qu'ils ne sont pas formés à la même époque. Ça fait que c'est comme les empreintes digitales, dans le fond, les isotopes. Puis ces 8 objets-là sont d'origine non humaine. Puis c'est grâce à ça, lui, il a réussi à faire un prototype. Parce que lui, aujourd'hui, Stéphane, il a pris sa retraite. Puis après tant d'années, l'armée te donne le droit, jusqu'à un certain point, des découvertes que tu as faites durant le temps que tu as travaillé pour l'armée. Tu as le droit tranquillement à mettre sur le marché des produits. Donc, c'est à partir des ovnis qu'il a vus. Je dis ovnis parce que par bout, il disait que c'était des objets complets. À partir de tout ça, ben, c'est le prototype. Puis effectivement, il ne fait pas tellement longtemps, on a vu ça à Radio-Canada. Ils ont montré un ovni qui a été filmé, puis qui a même que la sécurité nationale américaine elle a divulgué publiquement, du le Patagone, justement, il avait divulgué, voici l'OVNI. Puis l'OVNI ressemble étrangement à cet objet-là. Puis justement, Stéphane Justice, lui, prétend que d'ici quelques années, on va voir des grosses surprises, parce que lui, c'est par antigravité. Comme dans les histoires depuis toujours, je pense que ça fait près de 70 ans qu'on dit que les ovnis, je pense que c'est Plantier qui s'appelait, qui avait dit que les ovnis, probablement, ils fonctionnaient par l'antigravité. Bien, lui, il a fait le même procédé, puis ça fonctionne, justement. Puis là, comme je disais, c'est ça, c'est l'ingénierie ufologique. Mais il y a aussi l'autre ingénierie ufologique, c'est l'interprétation que moi, disons, je peux faire ou qu'un autre ufologue peut faire à partir d'un cas qu'il va étudier. Au mois de mai 1975, à Quaticook, il y avait eu des jeunes qui étaient en auto. C'était en début de soirée. Puis ils avaient été poursuivis par une étoile. Puis c'était une lumière rouge, une lumière verte. Puis là, à un moment donné, ils ont débarqué. Puis là, l'étoile est arrêtée. Puis là, ça s'est mis à tourbillonner. Puis ça tourbillonnait. Puis après ça a disparu pour apparaître. Après ça, pour disparaître, pour apparaître. Il a fait les 4 coins cardinaux. L'hypothèse, moi, que je fais, peut-être que moi, j'appelle ça de l'ingénierie ufologique aussi. Peut-être, c'est ça, il a fait l'OVNI a peut-être fait un voyage dans le temps. Il a disparu d'une autre dimension pour réapparaître, pour réapparaître. Puis ça avait apparu dans la tribune du mois de mai 1975, mais malheureusement, je n'ai pas la date. Parce que moi, c'était une découpée de journaux qu'on m'avait donné. Je pourrais peut-être aussi parler de qu'est-ce que moi j'ai vécu. Je pense peut-être ça peut-être le plus intéressant. En 1973, c'était après Noël. J'étais quand même très jeune, là, au début de l'adolescence. Puis, je ne donnerai pas les noms de famille. Yvan m'appelle, Donald, tu viens-tu chez nous? Je veux te montrer mes cadeaux que j'ai eus à Noël. Fait que quand je vais chez lui, mais il fallait que je rentre avant 11 heures. Il arrivait presque 11 heures. Fait que quand j'ai passé la soirée chez lui. Ses parents étaient partis, les autres, danser, parce qu'il y avait une salle de danse pas loin.
peu près 1 000 plus loin. Fait que quand il dit, ben Donald dit, je vais aller avec toi dehors. Parce qu'il a fait un bout de chemin, parce que moi, je me disais, il faut que je retourne chez nous avant 11 heures. Puis là, on descend, il y a une petite côte, là, je descends la côte, puis là, Yvan dit, Donald, c'est quoi ce qu'il y a là? Au-dessus du petit lac Magog, il y avait une étoile, puis la lumière qui scintillait me faisait penser un peu comme les feux d'artifice qu'on met sur les gâteaux, mais plus aplati. Puis l'objet allait tranquillement, comme si ça aurait été un ballon dirigeable. Puis là, à un moment donné, ils ont monté sa vitesse. En montant sa vitesse, sa luminosité était plus jaune, c'était rendu blanc. Puis là, pour frapper comme un mur invisible, comme s'il avait frappé un mur de briques invisible, pour prendre un angle de 90 degrés. Puis avant de disparaître, il avait fait une légère augmentation de la lumière. Puis moi, j'ai tout un angle de 90 degrés. J'avais trouvé ça bizarre. Puis à l'époque, on ne parlait pas justement des trous de verre, ça n'existait pas. On n'entendait pas parler de tout ça. Puis moi, c'est ça que j'avais pensé, peut-être qu'il a tombé dans une autre dimension. Puis aujourd'hui, ça devient une possibilité, parce qu'en physique quantique, on en parle. Par après, c'est en 1975, je ne me rappelle plus la date exacte, j'étais avec Yves, puis Sylvain, puis c'était dans l'après-midi, en fin de journée. Puis là, c'était encore l'étoile avec des scintillages, un peu comme un feu d'artifice. Et puis, on était justement où les rails de chemin de fer, parce qu'il y a le boulevard Bouc, il y a la rue Albert-Dion, puis là, les rails de chemin de fer, après ça, c'est le lac. Puis là où on était au lac, il y a une espèce de, comment je pourrais dire, de plateforme, un plateau, où les jeunes peuvent s'asseoir, peuvent pêcher ou s'amuser tranquillement. Fait que quand on voit cette étoile qui allait tranquillement, qui s'arrête, qui tombe en chute libre, puis 3 pieds avant qu'il touche l'eau, plus rien. Il n'y avait absolument plus rien. Mais ce que je trouvais curieux, toujours en angle. Puis à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai commencé à fouiller des poids si je ne trouvais pas une explication. À l'époque, c'était impossible, parce qu'en 1973 ou en 1975, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, c'est plus intéressant parce qu'on parle de trous de verre, on parle de vortex, on parle un peu de... comment je pourrais dire? On est plus ouvert aujourd'hui aux possibilités, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de possibilités. Fait que quand j'ai fouillé un petit peu pour trouver une explication, parce que ce qui arrive au-dessus des lacs, il y a beaucoup d'oxygène, il y a de l'azote, il y a des molécules d'eau. Puis ça, on peut transformer ça en énergie. J'ai pensé pourquoi la lumière était faible, puis se déplaçait lentement pour augmenter. Peut-être l'objet arrive à se régénérer, mais pour frapper un mur invisible, pour se déplacer, ça prend une très grande force. L'objet lui-même, je pense qu'il ne peut pas le faire. Il prend quelque chose à l'extérieur. C'est comme un bateau à voile. C'est-tu le bateau qui avance ou bien c'est le vent qui fait avancer le bateau à voile? Je pense que l'OVNI, c'était ça, qui apprenait quelque chose. Parce que quand elle a commencé à aller vite, ça me faisait penser un peu comme une rondelle de hockey qui va glisser sur la glace. C'est le même principe. Ça ne vole pas, ça glisse, un ovni. Puis probablement, tout à l'heure, quand je m'ont montré le dessin de Stéphane Justice, c'est le même procédé. Ça glisse, ça ne vole pas. Ça, c'est sur mon cas. OK, ça, c'est le croquis justement de l'OVNI en 1973. C'est ça, je fais une barre. D'abord, ça se représente le mur invisible. Moi, j'appelle ça un angle de 90 degrés. C'est comme si l'objet prend une autre force pour se propulser. Ça fait que probablement, ce n'est pas nécessaire que l'engin soit puissant. Ce qui est nécessaire, c'est absorber l'énergie autour qu'il fait projeter. Après ça, c'est celui de 1975. Ça, comme je disais, il y avait Sylvain, il y avait Yves. Puis ce qui est plus curieux, c'est le comportement de nos trois. On a regardé, on ne parlait pas,
Après ça, on a continué notre chemin. Chacun est parti chez lui sans en parler. Quelques jours plus tard, là, j'ai rencontré Yves. Yves, il ne voulait rien savoir. Il dit, je ne veux pas que tu parles ça à personne, que si tu dis ça à quelqu'un, moi, je vais dire que c'est pas vrai. Je dis, pourquoi? Je ne veux pas qu'on me mêle dans ça. Il n'acceptait pas du tout d'avoir vu quelque chose. Puis là, Sylvain qui est avec moi, lui non plus, ne comprend pas le comportement de Yves. Mais c'est pour dire que des fois, que des personnes peuvent avoir été témoins, puis vont rester sceptiques quand même. Mais ce n'est pas sceptique, vrai sceptique, c'est à cause qu'il ne veut pas se faire connaître. Que c'est vrai que ce n'est pas évident. OK. Ici, là, c'est le style de l'OVNI que j'ai vu moi, au petit lac Magog. C'est comme un feu d'artifice. Mais comme je disais, en 1975, l'objet là, tombé en chute libre. Que ça a duré quelques secondes. C'est comme ça que je l'ai vu. Bon, justement, dans le journal La Patrie de Montréal, vendredi le 6 août 1954, dans le même coin où je me trouvais au Petit Lac Magog, 4 jeunes de Montréal qui étaient en vacances au Petit Lac Magog ont vu ce genre de lumière qui s'est déplacée au-dessus du lac. Puis ça, en 1954, moi, je n'étais pas au monde. Tu sais, ça, je ne peux pas l'inventer, je n'étais pas là. Ça, il y a des régions aptes, plus propices aux ovnis. Hein, parce que je sais qu'il y avait un auteur qui avait écrit dans les années 80 un livre. Il avait écrit dans les années 80 un livre qui s'appelait justement Les ovnis. Puis il disait ça que sur le lac Memphremagog, il y avait une base extraterrestre, puis il y avait un genre de corridor. Il parlait du mont Mégantic, mont Saint-Bruno, mont Saint-Hilaire. C'était en ligne droite. Il y avait un secteur justement sur les ovnis. Il y avait aussi le mont Jacques-Cartier, qui se trouve être la montagne la plus haute, la deuxième montagne la plus haute au Québec, où justement les Amérindiens dans ce secteur prétendent avoir vu souvent des lumières. Puis il y a souvent des puits sans fond. Parce que c'est une montagne qui est très, très accidentée. C'est très peu accessible. Puis ça serait un secteur où il y aurait des choses. Là, je voudrais parler aussi d'un cas américain que j'avais bien aimé. OK, je vais essayer de le trouver l'image pour vous donner une idée. Le 14 février 1967, c'est dans le Missouri, il y avait un fermier du nom de Claude Edouard. C'était un homme qui était âgé à l'époque de 64 ans. Puis à un moment donné, dans son champ, il voit un objet. Là, il pensait que c'était. Ce qui arrive souvent quand tu es fermier, tu te fais voler. Hein? Tu fais voler ton bétail, tu fais voler ton blé d'Inde. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui surveille quand tu as une terre. Puis effectivement, oui, ça fait comme un genre de champignon. Puis là, il s'approche pour voir c'était quoi. Pour s'apercevoir que c'était un ovni, justement, comme un bol renversé avec un pivot central, une espèce de. Puis là, autour, à l'intérieur de l'objet, disons ça c'est l'objet, il y avait des petits personnages qui marchaient comme des pingouins. Lui, ils appelaient les pingouins justement à cause de leur démarche. Il s'est approché tout près, puis les petits personnages continuaient à faire leurs affaires, comme s'ils rapotaient là. Là, le fermier, il a pris une roche par terre. Lance une roche. La roche était comme déviée. Elle glissait sur l'objet. En dessous de l'objet, c'est comme s'il y avait eu un champ de force. Disons ça, c'est l'OVNI avec son pivot. Puis, il y a eu un champ de force tout autour. Puis, quand il lançait des pierres, les pierres glissaient. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. Puis, j'avais trouvé à un moment donné qu'en Alberta, il y avait eu un cas presque semblable. Lethbridge, c'était un collège, puis c'était le soir justement, puis les jeunes étudiants avaient vu une silhouette lumineuse au-dessus de l'école, du collège. Puis justement, il y a eu des jeunes qui ont eu l'idée de lancer des pierres. La même affaire, les pierres glissaient. On pourrait penser tout de suite qu'on a affaire à un champ magnétique,
Mais un champ magnétique, il y aurait eu une odeur d'ozone, ça aurait senti l'électricité. Puis quand tu lances un objet, il y aurait probablement eu des flammages. Il n'y avait rien de tout ça. Ça faisait une glissée. Qui me laisse croire, ça, là, ça devient de l'ingénierie ufologique, qu'on a eu à faire à un mur sonique. Le son, il y a peut-être un son tellement aigu que l'oreille humaine ne peut pas entendre, mais qui empêche les objets de. Parce que les objets ne frappaient pas, ils glissaient tout le temps. Puis effectivement, si on met un mur sonique, c'est ça qui arriverait, il glisserait. Ça, j'appelle ça le. En plus, je ne sais pas si je l'ai placé, j'aimerais montrer. Ici, c'est la façon comme le fermier le voyait, le dessin. J'aimerais ça qu'on pourra le montrer, le dessin. C'est comme le fermier quand il a vu pour la première fois l'OVNI. C'est ça. Et ça dans son champ, pas tellement loin de la clôture. L'OVNI qui ressemble à un champignon. C'est ça. Oui, là, on a une très bonne vue. Puis effectivement, si on se fie, l'artiste a effectivement essayé de dessiner un champ de force autour pour montrer qu'est-ce qu'avait vécu le témoin. Ça ici, c'est les traces que ça l'a fait. Puis dans la plupart des cas, c'est toujours 8 pouces de profondeur. Quand un ovni atterrit et qu'elle laisse des traces en profondeur, c'est toujours 8 pouces. Mais supposé, il doit y avoir une logique à ça. Là. Ça ne se peut pas que ça saigne de même. Il y a sûrement quelque chose. Effectivement, j'ai découvert en lisant un peu par-ci, par-là, que la vie, comme les insectes, une taupe, des vers, des fourmis, vont vivre dans une profondeur de 8 pouces, jamais plus profond. Puis effectivement, si tu es un voyageur ou un explorateur de l'espace, si tu veux arriver sur une planète, la première chose que tu veux étudier comment la vie existe sur cette planète-là, bien, c'est la meilleure chose à faire, c'est prendre des échantillons de sol puis connaître. Je trouvais que probablement c'était ça, les autres. C'était probablement des scientifiques qui sont venus étudier la faune, aussi bien de la forêt, tout ça, mais probablement aussi la faune dans les profondeurs du sol. Puis en plus, ça m'a fait penser parce que Pauline Mongrain, elle avait enquêté sur un cas d'OVNI. Effectivement, il y avait une entité de grande taille qui prenait des échantillons de sol. Puis c'était la même forme de trou. 8 pouces de profondeur, avec un peu sur les côtés, là, un peu comme comment je dis, comme un sabot, mais comme un doigt. Là. C'est la même technologie. Il y a aussi Saint-Bernard-de-la-Colte. En 1954, la famille Coupal ont été témoins d'un ovni qui a atterri sur le terrain à 3 reprises, qui s'est promené près de parce que lui, M. Coupal, c'est Philippe Coupal, lui faisait l'élevage, il élevait des vaches. Puis l'OVNI avait atterri là. Pas tellement loin, il y avait un endroit c'était une espèce de marécage. Lui, il appelait ça la grenouillère. L'OVNI a atterri là. Il y avait des pommiers, justement. Là, il y a eu des extraterrestres qui sont apparus, mais qui ont descendu, parce que la moment donné, la sphère allait atterrir. Puis il y a 3 grands personnages, des hommes de 7 pieds, qui avaient des. C'est ça, ici, là, justement, c'est Henri Bordelot qui a dessiné la partie des témoins de qu'est-ce qu'il avait vu à Saint-Bernard-de-la-Colle. Effectivement, en bas, on voit le nom d'Henri Bordelot. C'est ça, de grands yeux, une coupe de cheveux style amérindien. Détail que je n'avais pas compris quand j'étais plus jeune, parce que c'était un cas qui avait apparu justement dans le dernier livre d'Henri Bordelot, c'est J'ai chassé les pilotes de secours volantes. Ce n'est pas une sphère normale, sur le sens que il paraîtrait quand elle a atterri, c'était comme comment je pourrais dire, c'est comme s'il y avait eu une cabine recouverte d'un grand plastique, comme un ballon. La cabine de pilotage attend à l'intérieur d'un ballon. Puis ça s'est ouvert, le plastique, pour laisser descendre l'escalier qu'on voit. Puis aussi, en dessous de l'OVNI, il y avait comme
une espèce d'enclume qui était allongée, puis quand elle atterrit, ça a retracté par l'intérieur. Puis à l'époque, j'avais trouvé ça intéressant quand j'avais lu le livre d'Henri Bordelot. Puis en même temps, je trouvais que c'est simple. Un ballon avec une cabine de pilotage à l'intérieur, on pourrait faire ça. L'enclume, ben, si l'objet vient à s'écraser, il va rouler, puis l'enclume va toujours le faire retomber à l'endroit. Là, je trouvais, waouh, il y a une logique à ça, là, de l'OVNI. Même, j'irais plus loin, il y a eu un cas aussi en France, le 1er juillet 1965. Maurice Mars, lui, il avait vu dans son champ, lui, il faisait pousser, il était agriculteur, ouais, il était agriculteur, cultivateur, je veux dire, à Valençol. L'OVNI, c'était en forme ovale ou bien en forme d'œuf. C'était un pivot avec des lames de métal. Il me faisait penser un peu, c'est comme si on prendrait un parapluie et on enlèverait la toile, une tige avec des barres autour. Puis quand l'OVNI atterrit, le pivot central rentre solidement dans le sol et les lames de métal mettent en équilibre l'objet. Quelle que soit la condition du sol, il va toujours se placer. Je trouve ça, waouh, c'est super intelligent. Ça, c'est de l'ingénierie. C'est apprendre des trucs à partir de simples témoins. Là, justement, ici, c'est le cas justement, de Mme Coupal. Je peux vous dire, justement, je parlais de la sphère et de la tige. En réalité, comme je disais, c'est un ballon. Puis M. Bordelot lui racontait qu'il y a plusieurs années, en 1928, M. Brousseau avait vu un engin semblable, mais sur le côté. Puis c'était lui aussi, il y avait... Ça, c'était un cas qu'il y a eu en Californie, à la fin des années 60. Puis c'est un cas américain qui connaît probablement absolument pas le cas québécois. Puis c'est le même genre de procédé, le ballon avec une tige. Puis ce qui est plus curieux, parce que le photojournal, une semaine après l'observation de la famille Coupal qui ont vu l'OVNI puis les extraterrestres, il y a eu, au-dessus de la ville de Montréal, des ovnis en forme d'assiette. Puis effectivement, à un moment donné, comment il s'appelait? Donc, Bill Long Hutz, d'intercepter, il y avait un avion, un sabre, d'intercepter l'objet, les objets ou l'objet. Lui, il a réussi d'en capter un. Il a réussi, parce que l'objet a monté jusqu'à 50 000 pieds pour disparaître. Puis ce pilote d'interception, lui, a dit qu'il a vu l'objet qui était rond. Lui, il suppose que c'est probablement un ballon sonde. Mais c'était impossible parce qu'à l'époque, les ballons sondes le plus haut qu'ils pouvaient aller, c'était 40 à 45 000 pieds. Puis déjà, 45 000, c'était déjà un exploit. Là, l'objet était à 50 000 pieds. Probablement. Puis ce qui est plus curieux, parce que habituellement, les avions d'interception, comme les sabres, depuis 1948, l'armée canadienne possède des caméras qui sont à l'intérieur de la cabine du pilote, puis qui sont aussi à l'extérieur. C'est comme les boîtes noires qu'on parle aujourd'hui. Ça fait qu'effectivement, il existe sûrement des photos. Ça, c'est presque incroyable de savoir qu'il y a eu un OVNI qui a été poursuivi en 1954 au-dessus de la ville de Montréal, à peine quelques jours après le cas de la famille Coupal. Ça, c'est... Parce qu'il y en a gros qui ne savent pas ça, pour l'histoire du pilote d'avion, il avait intercepté. Puis ça, c'est des archives, mais tu trouves presque rien. Puis ce qui est terrible, parce que les archives nationales du Canada, c'est en anglais, surtout quand c'est des cas de dossiers militaires comme ça, il y en a très peu. Ça, justement, c'est une revue de science-fiction qu'il y avait dans les années 30, puis que je trouvais je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, cette revue-là. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup aux extraterrestres de Mme Coupal, Irène Coupal. Il y avait ses deux garçons, Henri et Gabriel. Qu'est-ce qui j'ai trouvé amusant, parce que dernièrement, j'ai essayé de rejoindre la famille Coupal. Son petit-fils, il reste toujours au même endroit, à la même ferme. C'est vraiment la ferme familiale. Il a une très belle maison. Il a réparé la maison de ses grands-parents.
Mais c'est sûr, lui, il veut pas que que je parle de lui, que je le nomme, quoi que ce soit, parce qu'il paraît la famille coupable a été quand même harcelée par tout le monde. Tout le monde voulait voir l'endroit où ça l'avait arrivé. Puis, fait qu'on est pour lui. Là, j'ai demandé s'il y avait. Parce qu'à l'époque, il y avait du monde qui prétendait que les enfants ils avaient fait des dessins. Puis ça, les dessins avaient disparu. C'était plus trouvable à rien. Mais même encore aujourd'hui, pour la famille coupable, ça reste encore un événement tragique. Ça aurait dû être un événement heureux, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être témoin. Mais à cause de la mentalité des gens, ça s'est limité à ça. OK, je ne sais pas si on peut le prendre. C'est l'île de la Grenouillère, où l'OVNI a atterri. Justement, il y avait des pommiers pas loin. Dans une grenouillère, c'est sûr, dans un petit marécage, c'est plein de vie. Probablement les extraterrestres sont venus pour faire des recherches biologiques. Puis en plus, un détail que je n'ai pas dit, que j'aurais dû peut-être dire dès le début, quand les 3 hommes géants ont sorti, l'un avait comme une arme dans les mains. Lui, il surveillait, c'était comme un militaire. Puis les 2 autres prenaient des échantillons de sol, des échantillons d'ici, des échantillons de ça. Aussi, j'aimerais montrer un petit vidéo. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout voir. C'est José Bouillon. C'est un Français qui reste en Bretagne, au pays des Bretons. Puis, il y a un témoin qui l'a pris contact avec lui pour dire j'ai quelque chose d'extraordinaire. Puis là, le José dit c'est quoi? J'ai vu un ovni, ça le soir, qui a jeté un corps. Puis il a été sur les lieux. Il y avait effectivement une carcasse à moitié pourrie, mais de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a pris des photos, il retourne chez lui, il avertit ses voisins, le témoin. Ils reviennent sur les lieux. Il n'y avait plus rien, tout est parti. Puis là, c'est ça, il a été voir avec les photos. José Bouillon, il a commencé à faire une enquête. Puis il a été voir des biologistes pour les fameuses photos. On n'a pas pu déterminer quel genre de créature que ça pouvait être. Ça semblait être un hybride. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un hybride extraterrestre, un animal extraterrestre? Est-ce que c'est une expérience secrète faite par l'armée? Parce qu'il avait découvert qu'il y avait une base militaire pas tellement loin du lieu où le témoin avait vu ça. Mais en même temps, quel serait l'intérêt pour les militaires de jeter d'un endroit quand même public là, une carcasse d'animal inconnu? Effectivement, ici, on voit, c'est rien qu'un extrait, mais ça, cette vidéo, vous pouvez le voir sur Internet, parce que José Bouillon, il a formé un groupe qui s'appelle le GT. Puis effectivement, là, vous pourriez voir la vidéo au complet. Puis ça, j'en conseille à tout le monde, parce que pour moi, peut-être c'est un des plus beaux cas français des dernières années. Là. Parce que même à un moment donné, on se dit qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il ne se passe plus rien là, en France. Puis là, avec un beau cas comme ça, en tout cas, moi, j'appelle ça un cadeau du bon Dieu qu'il a eu, parce que lui, il s'est mis à fond pour enquêter sur ça. Puis c'est ça, il est très bon lui aussi en dessin. Il a fait justement des croquis, du témoignage. Ça, je trouve ça super. Quand tu as un beau cas illustré, on est à l'époque du visuel. Il ne faut pas avoir peur de mettre quoi que ce soit, là, de faire aider le monde à mieux comprendre l'histoire. Donc je suis là pour vous raconter une chose qui m'est arrivée. Donc j'allais chez des amis, c'était le 3 janvier 2016, il était aux environs de minuit 50. J'allais chez des amis avec ma petite voiture sans permis. Donc je roule, après quelques kilomètres, je m'aperçois qu'il y avait des voitures arrêtées sur la droite. Donc je vois des gens qui étaient en train de regarder dans le ciel. Je m'arrête aussi.
Je descends de ma voiture et là, j'ai vu quelque chose de stupéfiant. Enfin, c'était dans le ciel, mais c'était quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Donc dans le ciel, je me suis aperçu qu'il y avait une immense sphère d'un vert bleuté. Sur sa gauche, une plus petite sphère qui allait tout doucement vers cette grosse sphère et qui a fini par rentrer dedans et fusionner, on va dire. Et quelques secondes après, par le bas de cette grosse sphère, est descendue une plus petite sphère qui descendait par saccades jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol. Et une fois qu'elle a atteint le sol, tout a disparu. Arrêtons-nous là à ce stade du témoignage, afin de respecter la chronologie des événements. Yanis nous dit que ce soir-là, il observe 2 boules luminescentes dans le ciel. Est-il possible que Yanis, ce soir-là, ne fut pas le seul à avoir ce genre d'observation? En effet, il est à noter ici d'une certaine similitude avec une observation faite à Vannes le même jour, car une certaine Laura observa un phénomène très similaire. Elle mit en ligne sur le site internet Dailymotion, en date du 7 janvier, une vidéo où l'on voit une boule blanche descendre très rapidement au sol. Son observation s'est déroulée à 18h56, environ 6 heures avant l'observation des sphères de Yanis. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais on y distingue une boule blanche qui se scinde en 2 à la fin. Cette vidéo a été prise depuis une voiture via une caméra embarquée. Essayant de pousser mes investigations plus en avant, sur ce fameux soir du 3 janvier 2016, réalisant une petite enquête de voisinage dans les petits villages environnants afin de trouver quelques témoins, j'ai eu la chance de récolter un autre témoignage dans le petit village de Tréhaut-Rantoc. Ce soir-là, je me trouvais seul à la maison. Je venais de laisser Elisa, ma petite chienne, jouer dehors. Occupé à lire un très bel ouvrage devant la cheminée, je ne me doutais absolument pas de ce que j'allais voir au-dessus de ma maison. Quand tout à coup, Lisa, on ne sait pour quelle raison, s'est mise à aboyer avec insistance dans la cour. Je me mis à la fenêtre pour y constater une chose étrange qui planait sans bruit. Je pris mon téléphone portable pour filmer la scène. Nous devons, avant d'aller plus loin dans cette enquête, marquer ici un petit rappel des faits. Premièrement, celui du taxi de Vannes à 18h56. Deuxièmement, la deuxième observation faite à Tréhaut-Rantoc à 23h. Troisièmement, celle de Yanis, observation faite à 0h50. Comme Yanis me l'a pris plus tard, il n'eut pas eu la présence d'esprit de prendre son téléphone pour filmer les sphères. Yanis nous dit aussi qu'il voit alors distinctement 4 voitures garées sur la droite avec quelques personnes regardant vers le ciel. Selon lui,
Il devait être entre 5 et 7 personnes sur les lieux. Au cours de mon enquête, je ne pus malheureusement trouver aucune de ces personnes pour confirmer l'observation de Yanis. Ce n'est pas extrêmement grave en soi, puisque les 2 premiers témoignages avec les 2 premières observations faites à Vannes et à Tréorantoc confirment bel et bien les dires de Yanis. D'ailleurs, la suite de son témoignage ne laissera planer aucun doute quant à la véracité de ses dires. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Mais écoutons plutôt Yanis un peu plus en avant dans la suite de son témoignage pour essayer de se forger une petite idée sur ce fameux soir du 3 janvier 2016. Donc une fois cette sphère ayant disparu, je continue mon chemin en allant à la soirée chez mes amis comme c'était prévu. Donc arrivé là-bas, j'en parle à mes amis qui la plupart se sont foutus de moi. Donc du coup j'ai oublié ce passage avec eux, comme ça il n'y avait pas de moquerie. Et donc en finissant la soirée, je suis reparti sur mes pas avec ma voiture en rentrant chez moi. Et du coup c'était toujours sur la même route en forêt de Brocéliande là. J'ai vu cette même sphère qui était à 6-8 mètres de haut à peu près au-dessus de la cime des arbres et qui faisait 8-9 mètres je pense de circonférence et qui était en vol stationnaire. Et bien finalement, Yanis réobserve une nouvelle fois cette sphère luminescente dans le ciel, à quelques mètres de son véhicule. D'ailleurs, la seule route qui devait le ramener chez lui après cette fameuse soirée, extrêmement, je dirais, extrêmement troublant. Alors, s'agit-il là encore, d'une étrange coïncidence ou simplement dû au fait du hasard? Eh bien, c'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Toujours en regardant cette masse au-dessus de la cime des arbres, j'en ai aperçu, on va dire, comme un rayon d'une couleur jaune pâle. Et de là, une masse en est tombée, et me laissant sans voix, parce que auparavant, d'avoir vu cette sphère déjà, c'est pas anodin. Donc en plus, voir tomber quelque chose de cette sphère à une dizaine de mètres de mon véhicule sur la route, c'est jamais vu. Donc une fois cette fameuse masse tombée, tout a disparu. Donc après quelques minutes, 3 à 5 minutes, le temps de reprendre mes esprits, j'ai décidé de reprendre la route. Et à une dizaine de mètres de là, je vois une masse sur cette fameuse route, pensant que c'était un sanglier, un chevreuil ou un animal quelconque qui avait été écrasé par une voiture auparavant. Elle me bloquait le passage, donc j'ai décidé de m'arrêter et descendre voir ce qu'il y avait. Et là, j'ai été choqué, stupéfait, je sais pas comment vous le dire, rien que d'en parler, j'en ai encore les poils qui s'hérissent. Et là, j'ai vu quelque chose que je pourrais pas décrire, c'est d'inconnu, quoi. Stupéfait, Yanis arrête alors son véhicule. Il voit alors tomber de cet ovni une masse de couleur jaune pâle. Après quoi, la sphère disparaît comme par enchantement devant les yeux de Yanis. C'est alors qu'il voit au même instant où la chose tombe au sol, 2 chiens en train de s'affairer autour de cette chose. Nous verrons plus loin que ce détail aura une importance capitale au cours de cette enquête.
en descendant de la voiture, je m'approche vers cette bête, donc d'où il y avait une odeur nauséabonde, j'en suffoquais, j'en avais les yeux qui me piquaient, et donc en me rapprochant du coup de cette bête-là, j'ai vu une couleur un peu verdâtre, luisant quoi. Donc du coup j'ai voulu bouger cette bête pour voir la gueule qu'elle avait, donc j'ai essayé de la bouger avec le pied, mais elle était plus lourde que ce que je pensais. Donc j'ai fait une chose que je regrette maintenant, c'est de l'avoir bougée avec les mains. Et j'ai vu qu'elle avait une gueule qui était bizarre, gluant quoi. Alors voyant la tête de cette bête, la créature, j'étais choqué quoi. Et voyant ça, j'ai décidé d'aller chercher mon téléphone pour prendre une vidéo comme celle que vous avez vue, Monsieur Bouillon, car j'avais peur que mes collègues, déjà la première fois, se foutaient de moi quand j'aurais parlé des sphères lumineuses. Là, ils pouvaient pas, ayant la vidéo sous les yeux, ils pouvaient rien dire quoi. Alors une fois ma vidéo terminée, je me suis aperçu que au niveau de la bête, il lui manquait au niveau de l'arrière-train, comme si sa patte avait été découpée, mais nette, sans sang, sans rien. Et une odeur, je sais pas comment vous dire, du soufre, de l'ammoniac, enfin un truc pestilentiel quoi. C'était irrespirable en fait. J'ai jamais senti quelque chose pareil. Avec cette odeur pestilentielle, à la limite du vomissement. Donc je n'avais jamais senti quelque chose comme ça. J'ai pris peur. Donc je me suis empressé d'aller à ma voiture pour raconter ce que je vivais à mes amis quoi. Donc vu l'étrangeté de la chose, mes amis ne m'ont pas cru quoi. Donc ce que j'ai fait, je me suis empressé d'aller chez eux pour leur montrer la vidéo que je venais juste de tourner quoi. Alors tout penaud, en allant chez mes amis, je me suis aperçu en approchant de la bête que elle me barrait la moitié de la route quoi. Donc j'étais obligé de faire une petite embardée sur la gauche pour éviter de l'écraser, enfin de rentrer dedans quoi. Donc une fois que j'aurais montré la vidéo, mes amis étonnés, j'aurais proposé de venir avec moi aller voir justement cette créature. Donc deux de mes amis ont accepté de m'accompagner justement pour aller la voir quoi. Donc finalement on est retourné sur les lieux voir cette créature un quart d'heure, 20 minutes après quoi. Donc arrivé sur les lieux, je me suis aperçu que la bête n'était plus au même endroit. Elle était déplacée d'une dizaine de mètres. Et Monsieur Bouillon comprenait bien mon étonnement. Une bête qui est morte ne peut pas se déplacer toute seule quoi. Donc en arrivant devant cette bête, avec cette odeur nauséabonde, comme je vous disais tout à l'heure, comme des œufs pourris, du soufre, ça nous brûlait les yeux. Hein. Donc les amis ayant vu et la bête d'eux-mêmes et ne pouvaient que me croire du coup. Donc on est resté quelques minutes devant et après on est parti. Je vous cache pas que moi et mes amis on garde un mauvais souvenir, hein. Enfin encore plus qu'eux quoi. Et chose donc qui est encore plus étrange, c'est qu'en rentrant chez moi,
par cette même route, hein, car c'est ma route habituelle, la créature n'y était plus. Bon, ben, le vidéo, j'ai eu l'autorisation de José Bouillon, justement, pour le diffuser. Puis, comme je disais, il est accessible sur Internet. José Bouillon, quand même, il est assez connu sur le milieu ufologique. Vous ne devriez pas avoir de problème de le trouver. Pour revenir tout à l'heure, quand je parlais de Mme Coupal puis les extraterrestres qu'elle avait vus, j'avais dit qu'il y en avait un qui avait une arme dans les mains. Puis ici, c'est vrai que c'est très petit. Je ne sais pas si on pourra le filmer. Il y a eu un cas en Italie, juste effectivement, un extraterrestre qui avait comme une arme dans les mains. Quelqu'un m'avait déjà suggéré que c'était peut-être un fusil, que les Russes, parce qu'ils prenaient ce genre de fusil en forme d'entonnoir pour tirer sur les chars d'assaut. Ici en bas, ça c'est moi qui ai trouvé ça dans la tribune. C'est un costume de radiation que les techniciens ils prenaient quand les premières années, quand il y a eu les premières centrales nucléaires. Puis il y avait aussi comme une espèce d'entonnoir dans les mains. C'est ça, c'est une espèce de cadre, mais vu d'une certaine distance, peut-être que quelqu'un aurait pu prendre ça pour un extraterrestre. Parce qu'il faut toujours rester l'esprit ouvert, que probablement ce qu'on peut prendre pour extraterrestre peut être aussi il peut avoir une autre explication. Là. J'avais fait un croquis aussi de la soucoupe de Saint-Bernard-de-la-Colle. Mon interprétation. La sphère, à l'intérieur, il y a une cabine de pilotage. Le pivot central est muni d'un enclume. Puis comme je disais, c'est comme recouvert dans l'intérieur d'un ballon. Ça fait que quand il tombe toujours à l'endroit à cause de l'enclume. Il y a aussi, à un moment donné, j'avais parlé des robots biologiques. Parce qu'Henri Bordelot, il avait déjà écrit souvent dans ses livres puis dans ses conférences qu'il croyait qu'il y avait certaines entités étaient probablement des robots biologiques. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est en anglais, on appelle ça les rods ou nous, on pourrait appeler ça les tiges volantes. Est-ce que ça pourrait être les fameux robots biologiques extraterrestres? Puis j'avais fait à quoi ça pourrait servir s'il y aurait des rods qui vivent parmi nous, parce qu'on arrive seulement les photographies, on ne les voit pas à l'œil nu. J'avais fait une petite liste. Je vais lire. Je vais remettre de nouveau mes lunettes. OK, ces robots biologiques-là, mon hypothèse, ça sera ça, que les tiges volantes seraient des robots biologiques qui peuvent alimenter les véritables ovnis qui viennent atterrir, qui pourraient peut-être même aider pour que les espèces d'animaux ne puissent pas disparaître, parce que depuis plusieurs décennies, il y a des espèces d'animaux qui réapparaissent, qui avaient totalement disparu. Comme dans les cantons de l'Est, il y a le fameux cougar fantôme qu'on appelle. Les cougars, ça, c'est disparu dans les cantons de l'Est depuis 100 ans. Là, tout à coup, c'est revenu. Les loups, ça avait disparu, ça, dans notre région. C'est revenu. Puis il y a plusieurs espèces d'animaux. Même en Angleterre, il y a 2 ans, ils ont trouvé deux petites tortues qui avaient disparu depuis plusieurs centaines d'années, qui sont revenues. D'où que ça vient? Je me suis demandé, est-ce que justement les tiges volantes ou les rods ne pourraient pas servir à ça? Protéger jusqu'à un certain point la vie sur Terre. C'est une des explications que je donne. Ça pourrait peut-être en même temps, comme je dis, faire une suite que ce qu'Henri Bordelot qui disait qu'il y avait peut-être des robots biologiques extraterrestres sur Terre. Pour le reste, c'est ça. J'ai à peu près tout dit ce que je pouvais dire. Là. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais beaucoup d'énervement aussi, que j'étais très nerveux. Merci. Bravo, ouais. C'est quoi un robot biologique?
OK. Alors, il y a une question. Un petit instant. Le micro va se rendre à la personne. On vous écoute, madame. C'est quoi un robot biologique? Ah, c'est très vaste, c'est très abstrait, comment je pourrais dire. Parce que Henri Bordelot, lui, croyait que suffit que les planètes sont très loin l'un et l'autre, la vie peut-être ne pourra pas venir jusqu'ici. Supporter l'espace. Une vie artificielle pourrait, par exemple, faire des très longues distances, venir ici. Lui, dans son idée, c'était ça, les robots biologiques. Mais moi, comme pour les rods, ils sont déjà sur Terre. Ils s'alimentent eux-mêmes. Ils sont souvent aperçus dans les marécages, près des fils électriques. Ils peuvent s'alimenter, comme je disais, au-dessus d'un lac ou un cours d'eau quelconque. Ils peuvent se régénérer d'électricité eux-mêmes. Puis, quand on les voit près des fils électriques, c'est ça, ils se nourrissent encore plus d'électricité. Mais à l'œil nu, on ne les voit pas, ça. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le cas personnel que tu as vécu, où que l'OVNI a disparu à 3 pieds de la surface de l'eau, Ouais. puis tu as trouvé des cas semblables à ça. Oui. C'est qui est curieux, parce que dans le cas, quand j'étais sur le chemin de fer avec mes amis, puis on a vu l'objet disparaître, il n'y a pas eu d'augmentation de lumière. Puis ça, il faisait clair encore. Ça fait qu'on voyait très bien. Tandis l'autre cas, avant de disparaître l'objet, il avait fait une petite augmentation. Mais c'était pas comme dans les films de science-fiction, là, les gros jeux de lumière. Ouais. Tout ça. Il n'y avait rien de tout ça là, qui était différent. Mais en même temps, c'est sûr, comme je disais, pourquoi toujours en angle? C'est ça que je ne comprenais pas. À un moment donné, je me suis dit en moi-même, probablement, c'est que l'OVNI prend la force. Il y a sûrement quelque chose au-dessus de l'eau, ou bien dans l'air, ou bien même dans l'espace. Souvent, je me rappelle, Adamski parlait de ça, des rayons cosmiques, l'énergie cosmique qui pouvait... presque tous les contactés, à un moment donné, dans les années 50, parlaient de ça, qu'il y avait des forces dans l'univers qu'on n'a pas encore découvert, qu'eux ont découvert. Mais j'ai trouvé ça bien ingénieux, c'est le cas de le dire, que tu fasses un parallèle avec le fait que c'est cette technologie-là qui permet à ces ovnis de disparaître à quelques pieds de l'eau. C'est peut-être en rapport justement avec l'eau qui lui permet. Bien, c'est ça, qui alimente assez d'énergie pour se faire propulser par d'autres choses qui vont l'emmener ailleurs. Je veux dire, comme à un moment donné, j'ai oublié de raconter ça dans mes textes. Je veux dire, au Mexique, à la fin des années 60, il y avait un ovni qui avait passé au-dessus d'un village en forme de cigare. Puis le monde, ils ont tout attendu une explosion. Puis à un moment donné, il y a un pilote qui avait son avion personnel. Il dit, bien, peut-être qu'il s'est écrasé près de la montagne. Mm-hmm. Et oui, la montagne, il y a un coin où il y avait de la poudre blanche. C'est assez grande superficie? Oui. Ah oui. Puis quand il était sur les lieux, puis il dit ça, tout le monde dit qu'il y a de la poudre blanche partout. Puis les arbres, ils ont toutes roussi, ils ont brûlé un petit peu, mais sans être écrasés ou quoi que ce soit. Toujours énigmatique, les traces laissées par les ovnis. C'est pas comme une trace d'accident de voiture. Ah non, c'est qui reste des objets. C'est ça, parce que les plantes, ils ont que chauffé, puis c'est tout, sans plus. Oui. Puis là, la journaliste qui a pris de la poudre blanche pour s'apercevoir, par analyse, Oui. que c'était de la roche écrasée. Ah bon? Ce qui me laisse croire, probablement, le vaisseau, il a voulu entrer dans une autre dimension, dans un autre vortex. D'accord. À la dernière seconde, ce qui fait le champ de force écrasé, carrément, à cause qu'il y a des minéraux, du fer, tout ça, il a écrasé. OK. Puis ça a fait chauffer à peine la végétation. Probablement, lui, il s'est rendu dans l'autre dimension. Il s'est même accidenté là, dans son monde à lui. Oui. Mais c'était une hypothèse que je faisais Ouais, aussi. Tu fais pas juste des hypothèses à l'envolée, tu nous décris en détail vraiment les circonstances. C'est intéressant. Ben, c'est ça, quand je te parlais du lac, c'est ça. Il a tombé dans une autre dimension, probablement. J'ai été témoin de ça. Puis c'était en 73. Là, C'est ce qui arrive souvent avec les chercheurs. Ils sont témoins de quelque chose, puis ça continue à les inspirer pour essayer de trouver une réponse. Oui. On va prendre une autre question. C'est de quelle façon que vous trouvez toutes ces informations que vous nous partagez ce soir? Oui. Parce que c'est très précis et il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, c'est quoi votre truc? Ou peut-être c'est votre passion, mais il y a certainement un petit secret que vous possédez.
et que ça serait agréable que vous pourriez nous le partager. Et peut-être que ça pourrait aussi inspirer d'autres futurs ufologues D'accord. futurs. Puis je crois que c'est important que la nouvelle génération soit sensibilisée aussi pour que ça puisse continuer. Et peut-être que vous pourriez être même un mentor. Merci pour vos commentaires que vous allez nous partager. Ben, moi, c'est surtout les archives. J'allais aux archives historiques de Sherbrooke. Il y a aussi beaucoup de correspondances que je faisais. Avant, c'était presque clandestin, ça parlait. Par après, c'était grâce à l'ordinateur, je peux faire du courriel avec tout le monde. Que je reçois des courriels de partout. C'est pas croyable, je suis surpris. Et puis, on dirait qu'ils s'imaginent que je sais parler plusieurs langues. Là, dans leur langue. Puis je prends mon temps de les traduire, puis je les remercie. Puis je lis beaucoup. Je lis un peu de tout. Je ramasse tout ce que je peux trouver. Souvent, il y a des amis qui m'emmènent de revues qui ont chez eux, qui n'ont plus de besoin. Je lis ça, puis je découpe qu'est-ce qui fait mon affaire. Je cale ça dans mes albums. C'est ça, c'est la correspondance, du suivi. Comme j'ai dit, j'aime lire. Aujourd'hui, je suis peut-être pour ça, j'ai tant de problèmes avec ma vie.